la conférence de Grantchester. La tante Margot fut ravie de rencontrer sa nièce Europe, ainsi qu'Apollon et Hugo, dans un lieu aussi peu attendu que Grantchester. Elle se montra fort grand-maternelle avec Fanny et prodigua maintes caresses au petit chien Tango. Apollon dut lui rappeler la mission diplomatique officielle qui avait amené toute la bande en Angleterre. La tante Margot en avait su vaguement quelque chose, par quelques indiscrétions méditerranéennes, mais, en femme d'influence, uniquement préoccupée de vendre une idéologie coulée dans de mauvais livres, qui s'étaient néanmoins fort bien vendus autrefois, elle avait rapidement tout oublié. Le jeune homme évita soigneusement, en revanche, de révéler ces détails angoissants qui alarmaient tous les Provençaux depuis quelques jours. La vieille fille inquisitrice et désagréable, très portée au complotisme, leur eût probablement empoisonné la vie en échafaudant quelques théories ad hoc, aussi ennuyeuses qu'absurdes, qu'elle eût martelées, d'un ton hystérique, à la manière des grandes gueules qui ne souffrent aucune contradiction. Elle était venue accompagnée de son tout nouveau secrétaire, un jeune homme de 19 ans, tout confit en mauvaise graisse, en pucelage et en dévotion. Que le lecteur n'aille point imaginer grivoiserie. Les mœurs de la tante Margot, absolument irréprochables, faisaient la joie de ses confesseurs, les quelques abbés intégristes qui sévissaient encore en Provence dans l'indifférence la plus désabusée. Mais les perversions de la vieille fille pudibonde sévissaient dans un autre ordre, celui de l'esprit. Elle aimait à s'entourer de ces curtons sans soutane ni vocation qui lui servaient de domestique, pour ne pas dire d'esclave, en buvant ses paroles jusqu'à ce qu'une révolte, inévitable, se déclarât et que le secrétaire ancien fut remplacé par un nouveau, souvent du même type, un grand gamin obèse et complexé qui se berçait d'intégrisme et de conspirationnisme avant de comprendre qu'il n'avait été qu'un factotum. C'est d'ailleurs ce nouveau secrétaire qui transbahutait la grosse valise de cuir noir contenant les fameux bouquins redresseurs de tort, chargés de vérités vraies, celle-là même qui, sur le cadavre encore fumant du satanisme universel, devait préparer le retour définitif et triomphant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le secrétaire transpirait beaucoup, d'autant plus qu'il venait d'aider à placer les chaises dans la salle. Sa large face au teint cireux prenait une brillance malsaine à faire envisager le pire. « Mais t'as vu que Porcinet ne va pas tenir le coup longtemps », fit Hugo à voix basse. « Tous ces pauvres types qui servent de larbin à la tante Margot, ça me rend malade », renchérit Apollon. « L'opération du Saint-Esprit ne durera pas des siècles », confirma Europe, avec un germe d'insolence anti-religieuse assez peu habituel. Le jeune homme, suant, essoufflé, leur fit un large sourire, d'une grande niaiserie, qui donnait envie de rire et de pleurer. Les Provençaux déguisaient leur persiflage sous des visages de moniales et de séminaristes. Le garçon, à quelques mètres, devait s'imaginer qu'il récitait un Notre Père ou quelque chose de ce genre. Les Provençaux s'aperçurent qu'il parlait un anglais parfait. Il avait traduit la conférence de Margot, et comme la vieille fille n'avait point pratiqué la langue de Shakespeare depuis longtemps, son rôle consistait à pallier d'éventuelles insuffisances, surtout au moment des questions du public, lorsqu'on chauffe la salle une seconde fois, pour booster les achats de livres à la table de presse. C'est une inénarrable puritaine qu'on avait préposée pour tenir ladite table. Une femme très âgée, maigre et ridée comme pas possible, aux dents de cheval, aux yeux bleus exorbités, la peau du visage entre chlorose et couperose, emmitouflée dans une robe de coton gris, rappelant de la toile à matelas, les épaules protégées par un plaid en patchwork rouge et vert, les cheveux cachés sous un chapeau de paille à cerises. De toute évidence, une militante aguerrie de l'association organisatrice.
La salle se remplissait peu à peu, alors même que la tante Margot rectifiait son rouge à lèvres et se poudrait les joues. Elle échangea quelques mots avec un présentateur austère, à belle gueule de calviniste anglais, favoris gris et lunettes cerclées d'or, lui aussi membre de la fondation qui gérait l'événement. Plusieurs personnages portèrent le même badge que ces deux-là, accessoire où l'on pouvait lire la mention John Owen Clubs International, à côté d'une minuscule effigie du théologien protestant. On vit s'asseoir aussi un évêque de la fraternité Saint-Pie X, tout à fait reconnaissable au FSSPX, gravé en lettres majuscules dorées sur son cartable de cuir. Il était accompagné d'une bande de catholiques anglais décatis où l'on reconnaissait le vieux couple de colleurs d'affiches. L'homme et la femme firent d'ailleurs tant de signes aux jeunes gens que ceux-ci furent contraints d'aller saluer. À cette occasion, ils apprirent que le Monseigneur comptait parmi les plus éminents professeurs de théologie romaine d'Angleterre, un sédévacantiste enragé, selon lequel le culte et la doctrine s'arrêtaient per saecula saeculorum, aux formes définitives du Concile de Trente. À la vue des catholiques, la tante Margot ne se sentit plus de joie et leur adressa de grands sourires énergiques, maladroitement imités par son jeune et gros secrétaire.